Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de statistiques inférentielles sur la moyenne. Donc on va parler d'intervalle de confiance, d'estimation. Donc on va rester sur des choses qui sont assez basiques, hein, assez introductifs. Mais bon, ça va nous permettre de revoir pas mal de choses. Donc 3 exercices, vous les retrouvez bien sûr comme d'habitude dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et moi ce qui va m'intéresser c'est surtout l'exercice 1. Alors ça peut paraître bizarre parce que si vous regardez l'exercice 1, vous pouvez vous dire bon ça va, il est assez facile. Oui mais en fait j'ai choisi cet exercice parce que je vais essayer de vous faire comprendre, pour ceux qui ne la comprennent pas bien sûr, une propriété fondamentale de la statistique inférentielle. Et c'est grâce à l'exercice 1 qu'on va pouvoir comprendre justement cette propriété fondamentale. Donc en soi, ce sont des exercices qui sont assez classiques, hein, assez banals, mais bon, ça nous permet tout simplement de faire de la révision. Donc je vous invite à mettre sur pause pour lire tranquillement les énoncés, hein, pour même faire les exercices par vous-même. Et ensuite, on y va tout de suite. Alors l'exercice 1. On nous dit qu'une étude s'intéresse au nombre moyen d'années de pratique du piano dans une école de musique d'enfants âgés de 16 à 18 ans. La vraie distribution dans la population, grand N est égal 20. Okay, inconnue des enquêteurs est la suivante. Déjà, c'est fondamental, ce qu'on vous dit dès le début dans l'énoncé. Parce que on croit souvent qu'une population statistique, c'est quelque chose d'énorme. Que, par exemple, on parlerait de la population française, de la population mexicaine, de la population japonaise. Pas du tout. Vous prenez une entreprise. Tous les employés qui travaillent dans un service, ça peut être une population statistique. Et ensuite, dans cette population, parmi tous ces employés, on peut tirer des échantillons. Okay, donc faites attention, une population statistique, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Hein. Ici, on a une population de 20 enfants, âgés de 16 à 18 ans, donc qui jouent du piano, mais on vous dit qu'elle est inconnue des enquêteurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la population, souvent, lorsqu'on fait de la statistique inférentielle, la population, elle nous est toujours inconnue. Parce que si la population nous était connue, si nous connaissions les statistiques de la population, j'ai envie de vous dire, pourquoi faire des probabilités? Si on connaissait avant les élections présidentielles, parmi tous les Français qui votent, pour quel candidat ils voteraient, j'ai envie de vous dire, pourquoi construire des intervalles de confiance? Pourquoi faire de l'estimation? Okay, donc évidemment, la population est toujours inconnue des statisticiens. Mais enfin, bon, ici, c'est un exercice, comprenez, faut pas chercher trop loin, quoi. Voilà. Mais c'est important, là, ce que je viens de dire quand même. Bon, je ne reproduis pas le tableau, hein, vous l'avez sous les yeux, donc vous avez 20 valeurs. Donc attention, donc on s'intéresse au nombre moyen d'années de pratique du piano. Donc le premier, là, 5, voilà, donc c'est 5 années en moyenne, 3, etc. On demande de calculer la durée moyenne, donc dans la population. Bon, écoutez, c'est pas très compliqué, hein, donc il suffit de calculer la moyenne de toutes ces valeurs que vous voyez, vous les additionnez. Alors donc moi je note mu, hein, vous le savez maintenant si vous avez regardé mes vidéos de statistiques inférentielles. Donc la moyenne, ça c'est la moyenne de la population. Hein. Ok, donc vous additionnez, donc vous faites 5, plus 3, plus 2, jusqu'au dernier, donc plus 7, plus 2, donc voilà, on va mettre 1, donc 10. Hop, et puis comme il y a 20 valeurs, vous divisez par 20 et vous obtenez 5,8. Ok, donc ça c'est la moyenne dans la population. Qui n'est pas connue, encore une fois, qui est inconnue des enquêteurs. Je vais plutôt mettre là. Voilà. Alors, question 2, regardez. Et maintenant, dans cette population de 20 personnes, de 20 enfants, on va prendre un échantillon de 6 enfants. Donc, on vous dit, supposons que les enquêteurs sélectionnent un échantillon de 6 enfants composé des valeurs suivantes. Ok, donc on a un échantillon donc de 6 enfants, et puis on prend les valeurs, donc 5, 3, 2, 6, 6, 7. Vous allez voir, cet exercice est très intéressant parce qu'on va vraiment comprendre pas mal de choses sur la statistique inférentielle, notamment pour le cas de la moyenne. On vous demande de calculer la moyenne de l'échantillon et l'erreur d'échantillonnage. Donc la moyenne de l'échantillon, on va le noter x bar, hein, pour même tout le reste de l'exercice. Donc 5, plus 3, plus 2, plus 6, plus 6, plus 7. Et on a 6 valeurs. Et vous obtenez 4,83. Donc sur un échantillon de 6 enfants, on a une moyenne qui vaut 4,83. La moyenne de la population est de 5,8. Donc l'erreur d'échantillonnage, vous l'avez compris, c'est la différence entre les deux. Vous pouvez prendre celle-ci moins celle-ci ou celle-ci moins celle-ci, peu importe. Allez, prenons 5,8 moins 4,83. On va dire qu'on prend la valeur absolue, quoi. Et donc ça fait 0,97. Ok. Donc vous voyez qu'en statistique inférentielle,
hein, en tout cas dans les cas donc, de l'estimation de la moyenne, il y a une différence entre la moyenne de l'échantillon et la moyenne de la population. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. La moyenne, et c'est pour ça que vous allez voir qu'à partir de la question 4, je vais vous expliquer une propriété fondamentale de l'estimation de la moyenne. Je ne le dis pas maintenant, je ne dis pas que ce sera une surprise, hein, mais bon, on va voir après la question, une fois qu'on aura répondu à la question 4, mais c'est tout à fait normal que la moyenne d'échantillonnage est différente de la moyenne d'échantillon, mais vous allez voir que c'est pas vrai lorsqu'on prend tous les échantillons. Alors, question 3, ben regardez, que se passerait-il si les valeurs avaient été, donc en fait on conserve un échantillon de 6 enfants, mais les valeurs c'est maintenant 6, 12, 10, 3, 2 et 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on y va, on calcule la moyenne, donc là c'est bon pour... Et donc on trouve 5,83. Ah, tiens, 5,83. Bah, 5,83, c'est pas très loin de 5,8. Ça veut dire que la moyenne là, d'échantillonnage, donc elle est à peu près égale à la moyenne de la population, qui vaut 5,8. Et encore une fois, regardez donc, encore une fois, c'est une sorte on va dire de propriété, hein, puisque là, en fait, c'est pas demandé, mais si on calcule l'erreur d'échantillonnage, l'erreur, en fait, ne vaut que 0,03. Ok ? Bon, ça veut donc dire, regardez que, entre deux échantillons qui sont composés de la même taille, hein, entre deux échantillons de même taille, on peut avoir un échantillon dont la moyenne est très éloignée de celle de la population, et un autre qui nous donnera une moyenne qui est très proche de celle de la population. Mais ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. C'est le hasard qui fait ça. Tout dépend des valeurs que vous choisissez dans votre échantillon. Okay ? Là, ici, on a pris des valeurs d'échantillonnage qui font que la moyenne est proche de celle de la population. Ouais. Bon. Alors, c'est la question 4 qui m'intéresse et c'est là où je vais vous expliquer un petit truc. Donc, mettez sur pause comme d'habitude hein, pour recopier. Je vais laisser la moyenne de la population, la question 1. Alors, donc question 4. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous demande plutôt. Combien existe-t-il d'échantillons de 6 valeurs possibles pouvant être choisis? Que pouvez-vous dire des moyennes de ces échantillons? Et c'est là que c'est fondamental. Alors, en fonction, avec l'information qu'on vous donne entre parenthèses, on va forcément utiliser ce qu'on appelle la combinaison. Donc, on vous demande combien existe-t-il d'échantillons de 6 valeurs possibles, okay, parmi 20 valeurs. Vous êtes d'accord? On a 20 valeurs en tout dans la population. On a 20 valeurs. Eh bien, on vous demande combien on peut construire d'échantillons de 6 valeurs parmi ces 20 valeurs. Eh bien, effectivement, ça, c'est ce qu'on appelle une combinaison. Donc, on va calculer la combinaison de 6 dans 20. Et là, vous devez connaître, bien sûr, vos formules. Donc, c'est n factoriel sur k factoriel, facteur de n moins k factoriel. Okay, donc, cette formule, vous l'utilisiez déjà au lycée, en terminale. En première? Non, peut-être pas en première. Non, en terminale. Hein. Il me semble que ce n'est pas du programme de première, ça. Ok, donc n factoriel sur k factoriel, facteur de n moins k factoriel. Et donc, vous avez 38 760. Bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe 38 760 échantillons possibles composés de 6 valeurs parmi les 20 valeurs de la population. C'est-à-dire, en fait, en gros, hein, pour faire court, vous pouvez construire 38 760 échantillons. Et là, il y a quelque chose de fondamental. C'est que pour chaque échantillon, vous en avez 38 760 de 6 valeurs. On aurait pu vous demander combien d'échantillons de 7 valeurs, etc. Mais là, nous, dans cet exercice, on se concentre sur des échantillons de taille 6. OK? Bon. Pour chaque échantillon, hein, OK, vous êtes d'accord? Donc, pour le premier échantillon, N1, on va trouver une moyenne. Ça, c'est la question 2 là, et la question 3. Vous avez vu, dans la question 2 et la question 3, on avait deux échantillons de 6 valeurs et on avait trouvé à chaque fois leur moyenne. Donc, pour le premier échantillon, j'aurai une moyenne. Pour le deuxième, j'aurai une moyenne. Okay, et ça continue comme ça jusqu'au 38 760e échantillon.
où on aura aussi une moyenne. Ouais. Autrement dit, on a 38 760 moyennes. On peut calculer 38 760 moyennes. Eh bien, écoutez, avec ces 38 760 moyennes, si vous calculiez la moyenne de toutes ces moyennes, vous tomberez sur la moyenne de la population. Et c'est cette propriété fondamentale de la statistique inférentielle qui nous dit qu'en fait que l'espérance de la moyenne d'échantillonnage est toujours égale à la moyenne de la population. C'est ça que ça veut dire. Parce que moi, quand j'étais étudiant, je ne comprenais pas au tout début cette propriété. Je disais, mais attendez, on a une moyenne là, dans la question 2, là, 4, quelque chose. Si on fait la moyenne de ça, ça fait 4 quelque chose, c'est pas égal à la moyenne de la population. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez prendre tous les échantillons possibles que vous pouvez établir, ok? Calculer toutes leurs moyennes, calculer donc les 38 760 moyennes, donc calculer toutes les moyennes de tous les échantillons possibles, et vous êtes sûr d'une chose, sans même devoir le faire, parce que vous n'allez pas vous amuser à calculer la moyenne de 38 760 valeurs. Bon, c'est un petit peu long, quoique avec un tableur, bon, ça peut encore le faire, mais bon, bref. Eh bien, si vous calculez la moyenne de toutes ces moyennes, vous tombez sur la moyenne, vous tombez sur 5,8. Vous êtes sûr et certain, en statistique inférentielle. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pour ça que l'on dira que, en fait, X bar est un estimateur sans biais. Oh là, j'avais oublié un S. Ok? La moyenne d'échantillonnage est un estimateur sans biais, parce que son espérance est égale à la moyenne de la population. Attention, ce X bar là, c'est pas un X bar, non, c'est la variable, hein, ça c'est une variable aléatoire, mais c'est la variable aléatoire de la moyenne d'échantillonnage. Ok? Et ben, en gros, ça veut dire que si vous faites la moyenne de toutes les moyennes, vous tombez sur la moyenne de la population. Donc c'est pour ça que la moyenne d'échantillonnage est un estimateur sans biais. Et donc on dira aussi que c'est un bon estimateur. C'est pour ça que, par exemple, pour ceux qui étudient ce qu'on appelle la théorie des tests, hein, les tests d'hypothèse, H0, H1, etc., le risque de première espèce, de seconde espèce, hein, pour ceux qui sont là-dedans, et ben c'est pour ça que pour faire des tests d'hypothèse sur des cas de moyenne, on utilisera toujours la moyenne d'échantillonnage, parce que c'est un bon estimateur. Okay. Par contre, alors, il y a deux possibilités. Bon, oui, comment dire? Par contre, pour la variance, c'est autre chose. Parce que l'espérance de la variance d'échantillonnage, ok? Donc ça, c'est donc l'espérance de la variance d'échantillonnage, elle n'est pas forcément égale, ok, à la variance de la population. En fait, ça dépend de cas. Ça dépend si la moyenne de la population est connue ou n'est pas connue. Si la moyenne de la population est connue, comme dans notre exercice, oui. La variance d'échantillonnage est un bon estimateur de la variance de la population. Mais si la moyenne de la population n'est pas connue, ce qui est souvent le cas, par exemple pour des sondages, pour des études sur les élections présidentielles, vous ne connaissez pas. Okay, vous ne pouvez pas connaître la moyenne de la population, ces choses-là, ou même la proportion. Bon, pour la proportion, c'est autre chose. Mais lorsque la moyenne de la population n'est pas connue, bien, on ne peut pas dire que la variance d'échantillonnage est un bon estimateur, c'est pas vrai. Parce que l'espérance n'est pas égale à la variance de la population. Voilà. Bon, enfin, moi, c'était la moyenne qui m'intéressait, mais je vous ai fait une petite parenthèse pour... Voilà. Bien, donc j'espère que vous avez bien compris cet élément. Bien. Allez, j'efface. Bon, je vais garder la moyenne de la population sous les yeux, hein, encore. Alors, ah oui, question 5, elle est intéressante aussi. On vous dit, supposons que les enquêteurs aient plutôt choisi un échantillon de 8 enfants. C'est-à-dire qu'on prend un échantillon plus grand, ok, dont les valeurs sont, donc on a un échantillon de 8 cette fois-ci, et puis on a des valeurs, donc on a 12, 7, 10, 9, 6, 7, 7, 7. Ok. Calculer l'erreur d'échantillonnage associée à cet échantillon. Donc déjà, on va calculer la moyenne de l'échantillon. Vous allez trouver, je vous fais confiance, 8,125. Et donc, regardez, vous avez une erreur qui est quand même énorme, okay, puisque donc l'erreur sera égale à 8,125 moins 5,8, et donc ça fait quand même 2,325.
Bon. Et on vous dit, mais concluez. Concluez. Reprenez les échantillons là, de 6 enfants. La question 2 et la question 3. Dans la question 2, on avait trouvé une erreur de 0,97. Dans la question 3, on avait dit que l'erreur était tellement infime qu'on pouvait dire que la moyenne était égale à la moyenne de la population. Pourtant, on est d'accord, on avait un échantillon de 6. On avait un échantillon de 6 enfants. Là, on a pris un échantillon de 8 enfants. Eh bien, la statistique inférentielle, écoutez bien, la statistique inférentielle nous dit que normalement, lorsqu'on augmente la taille de l'échantillon, la valeur, la moyenne ici de l'échantillon, devrait être plus proche que la moyenne, devrait être plus proche donc de la moyenne de la population, que lorsqu'on choisit des échantillons qui sont de taille plus petite. Eh bien, ce n'est pas toujours vrai. Donc, la propriété de la statistique inférentielle nous dit que un échantillon de taille plus grande devrait donner des résultats plus proches des valeurs de la population. Ça, c'est une des propriétés de la statistique inférentielle. Mais ce n'est pas toujours vrai. Vous devez le savoir. Mais ce n'est pas toujours vrai. Bon, excusez-moi pour la qualité de mon écriture. Hein. L'important, c'est que vous compreniez l'idée. Ça, on vous l'a dit, votre enseignant a dû vous le dire. Plus vous prenez un échantillon grand, par exemple pour les intervalles de confiance, et mieux ce sera. Hein. Normalement, on devrait trouver des valeurs plus proches de la valeur de la statistique de la population. Ben, ce n'est pas toujours le cas. Et on vient d'en faire la preuve. Avec un exemple. Et vous savez qu'en mathématiques, ou même en statistique, un exemple suffit à démonter toute une théorie. Bien. Ça va pour ça? Allez, on va passer à l'exercice 2. Donc là, ça y est, on va rentrer quand même dans les calculs, les intervalles de confiance, etc. Là, on a fait on a revu en tout cas les propriétés fondamentales de ce qu'on appelle l'estimation. Alors, exercice 2. Donc je recopie pas le tableau. Hein. Les premières semaines de l'année 2022 étaient favorables au marché boursier. L'analyse d'un échantillon de 25 FCP, donc FCP, ce sont des fonds communs de placement, okay, a donné donc les taux de rendement suivants. Attention, les taux de rendement. Les valeurs qu'on vous donne dans le tableau, là, ce sont des valeurs qui sont en pourcentage, hein, puisque ce sont des taux. Okay, hein. Donc des taux, hein, ça implique des pourcentages. Donc on a 7%, 3,2%, 1,4%. Alors, première question. On vous demande donc de déterminer un intervalle de confiance à 95% du taux de rendement moyen des fonds communs de placement. Bon, question assez classique. Sauf que j'ai besoin de 2 informations. Pourquoi? On va donner... Alors, je ne vais pas tout de suite donner la formule parce que je veux bien que vous compreniez les choses dans l'ordre. Mais vous savez que pour déterminer un intervalle de confiance, donc d'une moyenne, il vous faut la moyenne de l'échantillon. Okay, et il vous faut l'écart type de l'échantillon. Donc ça veut dire que là, avec votre tableau, vous devez calculer la moyenne et l'écart type d'abord. Pour commencer, c'est la base. Ouais. Bon, écoutez, la moyenne, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, que vous preniez les pourcentages ou que vous les mettiez en décimale, c'est-à-dire que vous prenez 7% ou que vous prenez 0,07, on s'en fout. Hein. Donc, comme dans l'exercice précédent, là, faites 7 plus 3,2 plus 1,4. Hop, vous finissez donc par 4, 2,6, 0,6, et il y a 25 valeurs. Voilà. Et donc, vous trouvez 3,348. Et comme moi, j'ai gardé les pourcentages, ça fait 3, à peu près 35%. Alors, l'écart type, avant de déterminer l'écart type, alors moi, quand je mets des primes, c'est parce que ça veut dire que je me réfère à l'échantillon. Okay, donc ça, c'est la variance, puisque j'ai mis un carré. Donc, on va d'abord calculer la variance d'échantillonnage de l'échantillon. Je vous rappelle la formule. Alors ici, on n'a pas de pondération, hein, puisqu'on n'a pas d'effectif, puisque les valeurs sont isolées. Okay, donc la formule est beaucoup plus simple. Donc c'est la somme des xi moins x bar au carré sur n. Ouais.
Donc pour chaque valeur, en fait, bon écoutez, là je vous fais confiance, c'est de la statistique descriptive. Pour chaque valeur, donc par exemple, on va prendre la première en guise d'exemple. Donc en fait, vous faites donc 7 moins 3,348, vous mettez au carré. Okay. Vous faites 3,2 moins 3,348 au carré. Vous faites 1,4 moins 3,348 au carré. Tac, tac, tac. Hop, et vous additionnez tout ça. Okay. Vous allez obtenir un résultat. Et vous le divisez par 25. Et vous obtenez la variance. Ouais. Et si vous voulez l'écart type, eh bien vous prenez la racine carrée. Et donc vous allez trouver un écart type de 2, on va essayer d'être le plus précis possible, 2,2409%. Ouais. Bah, c'est parce que normalement, en fait, dans votre programme, avant d'étudier les intervalles de confiance, vous avez étudié les statistiques descriptives. Donc je considère que les formules sont acquises et que vous devez savoir déterminer. Voilà. Mais bon, je ferai des vidéos de stats descriptives, on m'en a demandé également. Ouais. Bon, donc là, on a ce qu'il faut pour pouvoir déterminer construire notre intervalle de confiance, hein, de déterminer. Quoi. Alors, mais par contre, attendez, parce qu'il faut quand même constater une petite chose avant. Et oui, pourquoi? Parce que l'écart type de la population n'est pas connu, sigma n'est pas connu, et l'échantillon, il est de 25. Ça veut dire que l'échantillon, il est petit. On considère que c'est un échantillon qui est petit, puisqu'il est inférieur à 30. Ça veut donc dire qu'avec ces deux informations, nous allons devoir utiliser la loi de Student, et non pas la loi normale. Hein, que ce soit bien clair. L'écart type de la population n'est pas connu. Nous avons ce qu'on appelle un petit échantillon en statistique, loi de Student. Donc là, je peux enfin vous donner la formule donc, de l'intervalle de confiance. Je vous rappelle que nous devons le faire à 95%. Donc ce sera x bar, plus ou moins donc, la statistique de Student qu'on va aller chercher dans la table de Student. Okay. Multiplié, alors attention, hein, on verra après ce que c'est. Hein, S' sur racine de n. Je dirai après ce que c'est que S', ne vous inquiétez pas. On va d'abord aller chercher le T alpha là, dans la table de Student. Alors, comment on va faire? Donc, en description, si vous allez en description, vous avez aussi en dessous du lien de l'exercice, vous avez d'autres liens. Et vous avez un lien qui vous conduit directement sur une image qui vous donne la table de Student. Donc, c'est... Je ne sais pas si c'est celle-ci que je vous ai donnée, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est la même. Alors, comment on lit une table de Student? On a besoin donc de deux informations. On a besoin, donc pour lire le T alpha, on a besoin du risque d'erreur. Comme on veut un intervalle à 95%, ça veut dire que le risque d'erreur, il est de 5%. Et nous avons besoin de ce qu'on appelle le degré de liberté. Le degré de liberté, c'est n-1, donc c'est 25 moins 1. Ça fait 24. OK? Donc vous avez besoin du risque d'erreur et du degré de liberté. Le risque d'erreur, on le connaît toujours, et le degré de liberté, on le connaît toujours, puisque c'est l'échantillon moins 1. Et donc vous allez donc dans votre table de Student, là, vous prenez donc, sur la première ligne, là, vous prenez donc le alpha, je ne sais pas si on voit bien, alpha qui vaut 5%. On ne voit pas très bien, voilà. Et sur votre première, sur la première ligne, et sur votre première colonne, là, vous avez donc les degrés de liberté, et vous allez jusque 24. Ici. OK? Et vous croisez les deux informations. Vous croisez le 5% avec le 24. Et normalement, si on est d'accord, vous trouvez 2,064. Oui? Et S', qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la racine carrée de n sur n-1 fois sigma prime. Donc vous avez vu, on a besoin de sigma prime pour trouver S'. Donc c'est la racine carrée donc de 25 sur 24 multiplié donc par 2,2409. Et vous trouvez donc un S' de 2,2871. Okay. C'est aussi un pourcentage d'ailleurs. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi on ne peut pas utiliser tout de suite sigma prime? Pourquoi on doit faire cette petite transformation? Parce que je vous l'ai dit dans l'exercice précédent. Je vous ai dit que parfois, la variance d'échantillonnage n'est pas un bon estimateur de la variance de la population. C'est pour ça que le S', il vient corriger ce qu'on appelle le biais d'estimation. Bon,
tout ça c'est un peu théorique, c'est du cours. Hein, en gros, voilà, en faisant racine carrée de n-1, de n sur n-1, on corrige le biais qui existait, le biais qui existe hein, dans l'estimation de la variance d'une population, ou d'un écart type de la population, c'est la même chose. Donc Exprime, c'est un correcteur, je préfère. Ça va, donc j'ai tout, hein, là. Vous êtes d'accord avec moi, ouais? Oui, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Donc on y va, écoutez, on n'a plus qu'à remplacer le tout. Hein. Donc l'intervalle de confiance de mu, ce sera donc 3,348 plus ou moins, donc 2,064 multiplié par 2,2871 sur la racine de 25. Alors quand j'écris plus ou moins, vous comprenez, hein, c'est-à-dire que vous faites d'abord moins pour avoir la borne inférieure et plus pour avoir la borne supérieure. Et donc votre intervalle donc, sera composé des deux valeurs, 2,404, ce sont bien sûr des pourcentages, hein, qu'on soit bien d'accord, et 4,292. Waouh! Waouh, parce que l'écart est quand même élevé hein, entre les deux bornes. Donc c'est un intervalle qui n'est pas très très précis, quoi. Hein. On ne peut pas faire grand chose. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça veut dire que le taux de rendement moyen de la population est compris entre 2,4 et 4,3. Vous comprenez? Bon. C'est pas très précis, quoi. Ouais. Je crois qu'il y a une question 2 dans cet exercice. Ouais. Ah oui, celle-ci, ouais. Elle est marrante cette question, vous allez voir. Ça va? Ouais. Bon, j'efface tout parce que vous avez les valeurs sur votre papier. Hein. Bon, ça, faites-moi confiance, je les ai aussi. Alors, cette fois-ci, on vous demande de calculer la taille de l'échantillon, c'est-à-dire qu'on vous demande de trouver petit n. Si l'on souhaite estimer donc, le taux de rendement moyen à plus ou moins 1 près. Alors, plus ou moins 1 près, ça veut dire que... Attention, le 1 près, là, dans la question, signifie 1% aussi. Ouais. Alors, 1 près, ça veut dire tout simplement que... Donc, vous avez... Je vais vous remettre la formule. Donc, on a x bar plus ou moins donc t alpha multiplié donc, par s prime sur racine de n. Vous pouvez mettre petit s hein, aussi, c'est pas gênant. Et donc, on vous demande donc, quelle doit être la taille de l'échantillon pour que, si on souhaite estimer le taux de rendement moyen à plus ou moins, regardez, plus ou moins 1 près, au seuil de confiance de 98%. Attention, ça veut dire que cette fois-ci, le risque d'erreur n'est que de 2%. Plus ou moins 1 près, ça veut dire que ça doit valoir 1%. Tout simplement. On veut plus ou moins 1 près. Okay. Donc ça, le plus ou moins, ça doit valoir 1. Attention, le 1 près, ça signifie aussi 1%. Bon. Bien. Bon, je connais x bar, pas de problème. Je connais s prime, pas de problème. Je ne connais pas racine de n. Enfin, je ne connais pas n. Donc je ne connais pas racine de n, puisque c'est ce que je dois déterminer. Et alors, le t alpha. On va faire comment pour le t alpha? Parce que regardez, le problème du t alpha, je vous ai dit que si vous avez besoin de alpha, pas de problème, c'est 2%. Mais vous avez besoin du degré de liberté. Ah ben, mais le degré de liberté, je ne le connais pas, moi, puisque le degré de liberté dépend de la taille de l'échantillon. Alors, écoutez, reprenez votre intervalle de la question 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous constatez? Je vous ai dit que c'était un intervalle dont les bornes étaient quand même éloignées l'une de l'autre. Vous êtes d'accord avec moi quand même qu'il y a plus de 1% d'écart? Vous êtes d'accord avec ça? C'est clair. Si vous prenez l'intervalle de confiance, entre 2,4 et 4,3, il y a plus d'1% d'écart. Nous, on veut 1%. Donc, on veut un écart qui soit plus petit que la question 1. Eh bien, il y a une évidence. Il y a une évidence statistique. C'est que votre échantillon sera forcément plus grand que 25. Parce que nous, l'intervalle de confiance de la question 1, on l'a construit avec un échantillon de 25. Et avec cet échantillon de 25, on a constaté que l'écart entre les deux bornes était plus grand que 1%. Il vaut à peu près 1,8%. Si on veut réduire l'écart, on doit augmenter de la taille de l'échantillon. Eh bien, si on veut un échantillon plus grand, c'est pas grave. Vous pouvez reprendre un degré de liberté de 24, comme la question précédente. C'est pas gênant. L'inverse est faux. Si on était convaincu que l'échantillon devait être plus petit, on n'aurait pas pu faire cette technique. Mais si vous savez que l'échantillon sera plus grand que 25, vous pouvez reprendre le même degré de liberté que la question précédente. Ça n'a pas d'impact. Parce qu'en fait, si vous regardez la différence des valeurs dans la table de student entre 24, 25, 26, la différence est quasiment insignifiante.
Ça va? Donc, vous reprenez votre table de student. Et donc, cette fois-ci, vous reprenez 24 dans la première colonne. Mais attention, sur la première ligne, vous prenez 2%. OK? Vous croisez les deux et vous obtenez un T alpha de 2,492. Oui. Donc, on a dit que ça doit être égal à 1%. Donc, on y va. Donc, ça fait 2,400. Donc, 92 multiplié par esprime. Esprime, mon ami. Voilà. Donc 2,2871 sur racine de n. Et ça doit être égal à 1. Bon, on résout une équation, hein, donc ne faites pas d'arrondi. Hein, donc on aura 2,2871 sur racine de n égale à 1 sur 2,492. Bon, écoutez, vous résolvez ça et vous trouvez n égale 33. Et le pari est OK. Hein. On a bien un échantillon qui est plus grand que 25. Ok, joli. Ça va? Bien. Allez, dernier exercice, l'exercice 3. Vous allez voir, il est assez facile, celui-là, il va nous permettre de revoir voilà, des petites choses. Alors, une étude est menée auprès de 61 femmes célibataires, âgées de 25 à 35, dommage que ce soit célibataire, hein, pour connaître leur budget vacances. L'étude indique que le budget moyen pour cet échantillon de 61 femmes est de 700 €. Le budget moyen pour cet échantillon, donc déjà, on sait que l'échantillon vaut 61, et nous savons donc que la moyenne de l'échantillon est de 700 €. Okay, on sait par des travaux anciens que l'écart type du budget dépensé par cette frange de la population est de 120 €. Alors 120, c'est quoi? C'est l'écart type de l'échantillon ou l'écart type de la population? Il suffit de lire. Hein. On sait par des travaux anciens que l'écart type du budget dépensé par cette frange de la population est de 120 €. Nous connaissons, yes, l'écart type de la population. Et on vous demande un intervalle de confiance à 95% du budget moyen de la population. Donc là, écoutez, la formule est très facile. Donc c'est x bar plus ou moins. Nous connaissons l'écart type de la population. Nous allons pouvoir travailler avec la loi normale. Donc U alpha multiplié donc par sigma, on prend l'écart type de la population sur racine de n. Là, écoutez, vous connaissez, en description, vous avez aussi encore un autre lien avec un tableau. Vraiment, il est intéressant. Regardez, cliquez dessus. C'est un tableau récapitulatif de toutes les formules que vous devez connaître pour la proportion. Donc, les intervalles de confiance de la proportion, les intervalles de confiance de la moyenne et les intervalles de confiance des variances. Okay, et donc, vous avez toutes ces formules. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque U alpha. Alors, U alpha, c'est pas très, comment dire? On sait que alpha vaut 5%. Et là, dans le tableau, je le dis, hein, vous devez savoir que U alpha est égal à 1,96 lorsque alpha vaut 5%. C'est une formule, hein, c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur. Pourquoi? Parce que, en fait, les intervalles de confiance, on les établit quasiment toujours avec un risque d'erreur de 5%, ou 1%, ou 2%. Donc, comme ce sont des intervalles de confiance qui reviennent toujours, ce sont toujours en fait les mêmes risques d'erreur, au lieu à chaque fois d'aller voir dans la table de la loi normale, apprenez cette valeur par cœur. Voilà. Et donc l'intervalle de confiance, donc ce sera 700 plus ou moins 1,96 multiplié par 120 sur racine de 61. Et donc la borne inférieure, ce sera 669,89 et 730,11. Alors on vous demande quelle devrait être la taille de l'échantillon. Vous voyez, c'est une question fréquente, récurrente, ça, de devoir déterminer des tailles d'échantillons avec des intervalles de confiance.
Donc, quelle doit être la taille de l'échantillon pour que l'amplitude, à 98%, donc alpha vaut 2%, et on veut que l'amplitude soit inférieure à 10. Bien. Donc, j'avais déjà fait une vidéo où j'avais expliqué ce que c'est que l'amplitude. L'amplitude, c'est l'écart entre la bande supérieure et la bande inférieure. Autrement dit, l'amplitude, c'est x bar plus u alpha sigma sur racine de n moins x bar moins u alpha sigma sur racine de n. Oh, il faudrait que je choisisse entre des parenthèses et des crochets. Hein. Voilà, ok. Donc c'est la différence entre donc, la borne supérieure de l'intervalle et la borne donc, inférieure. Voilà. Si vous simplifiez, regardez bien ce que vous allez avoir. Vous allez avoir x bar moins x bar. Donc les x bar disparaissent. Et vous allez avoir cette chose-là, la u alpha multiplié par sigma sur racine de n, plus, puisque regardez, vous avez moins, moins, ça fait plus. Autrement dit, on dit que l'amplitude, c'est 2 fois u alpha multiplié par sigma sur racine de n. Vous pouvez aussi connaître cette formule directement. Hop, je garde juste ces informations ici. Alors le problème, c'est qu'attention, là, le u alpha, donc alpha vaut 2%, donc là, la valeur du u alpha va changer. C'est pareil, apprenez-la par cœur, s'il vous plaît. Donc pour 2%, u alpha vaut 2,33. Vous en avez 3 à connaître. Pour 5%, 1% et 2%. Même si j'avoue, le 2%, je ne l'ai pas mis dans le tableau que vous avez, là, le PDF. Et c'est pas grave, apprenez aussi le 2%. De toute façon, vous êtes censé lire dans une table de la loi normale. Donc, pour répondre à la question, donc 2 fois 2,33 multiplié par 120 sur racine de n doit être donc inférieur à 10. Et donc, vous devez résoudre une inéquation. Alors, on va faire passer le 2 fois 2,33 de l'autre côté, donc il va rester 120 sur racine de n inférieur donc à 10 sur 2 multiplié par 2,33. Je vais faire passer le racine de n à droite, donc il va rester 120 inférieur à 10 sur 2,33 multiplié par racine de n. Okay, puisque le racine de n est au dénominateur, donc il va passer en multiplication de l'autre côté. Donc je vais laisser le racine de n à droite tout seul. Et donc à gauche, je vais faire passer le 10. Là, donc on aura 120 sur 10 sur 2 multiplié par 2,33. Et donc, vous êtes d'accord que là, le n est supérieur. Hein. De toute façon, il est toujours supérieur, parce qu'un n inférieur, ça n'aurait pas de sens. Donc ça, retenez-le, c'est pas un moyen mnémotechnique, quoi, je veux dire, mais c'est une propriété, hein, c'est une règle fondamentale. Lorsque vous devez déterminer les tailles d'échantillons, il est évident que le n doit toujours être supérieur à quelque chose, parce que s'il était inférieur à quelque chose, bah, ça veut dire en fait qu'il pourrait prendre, imaginons, vous trouveriez n inférieur à 10. Bah, ça veut dire qu'il peut être égal à 9, à 8, à 7, à 6. Et donc en fait, ça n'aurait pas de sens. Et donc vous élevez au carré. Donc n sera supérieur à 120 sur 10 sur 2 multiplié par 2,33 au carré. Puisque la racine carrée, je mets un carré. Pour m'en débarrasser, vous avez vu que pour toutes les étapes de calcul, je n'ai pas fait d'approximation. Vous ne m'avez pas vu calculer 10, etc. Faites-le, comme ça vous avez le résultat le plus précis. Comme ça, à la fin, vous tapez tout sur vos calculatrices. Collège, elles sont beaucoup plus pratiques. Que ce soit pour la micro, la macro, etc. Les calculatrices collège, ce sont les meilleures. Hein. Pour les licences d'économie, les études d'économie, ce sont les meilleures. Et vous voyez, comme ça, comme vous n'avez pas fait d'arrondi tout au long du calcul, et ben votre résultat sera exact. Et donc, n doit être strictement supérieur à 3127,04. Du coup, comme vous ne pouvez pas couper les choses... vous ne pouvez pas couper les gens en moitié. Hein. Là, on parle de femmes âgées de, je ne sais plus l'âge, mais ce sont des individus, donc vous ne pouvez pas les couper en décimales. Donc, vous prenez la valeur juste au-dessus. Hein. Donc, n doit être égal à 3128. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Oui. Voilà, donc il faut un échantillon de 3128 femmes pour que l'amplitude soit inférieure à 10.
Eh bien les amis, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été suffisamment clair. Hein. Je ferai des vidéos où on apprendra à lire dans la table de la loi normale, pour ceux qui ont du mal. Mais comme pour moi, ça m'a jamais été demandé, donc je considère que du coup, vous savez lire dans une table de la loi normale, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage et je vous dis à très bientôt.